Le chapitre de cette semaine s'appelle Sendai, partie 7, et on approche doucement mais sûrement de la fin de cette colonie dans une conclusion à la hauteur des espérances. On est parti pour la review. Avant de rentrer plus en détail de ce qui s'est passé, on va résumer, comme d'habitude, les événements de ce chapitre. On perd pas de temps, on y va. Le chapitre s'ouvre sur, encore une fois, une magnifique couverture de Rika, cette fois-ci sur laquelle je vais revenir pendant bien trop longtemps dans l'analyse, suivie par une double page tout aussi dingue dans laquelle on apprend qu'à pleine puissance, l'énergie occulte que peut projeter Yuta est légèrement inférieure à celle que peut produire Ryu. Dans une nouvelle double page, Yuta, convaincu par le regard de Ryu, décide de se donner à fond et chacun envoie une attaque sur l'autre. Dans les dégâts créés par la déflagration, c'est l'heure de la contre-attaque, Rika en projetant sa force occulte et Yuta en tentant de prendre son adversaire à revers pendant le temps de l'attaque. Ryu bloque le rayon d'énergie de Rika à main nue et envoie un blast dans la direction de Yuta qui réussit à parer l'attaque avec le pouvoir d'Uro en se protégeant avec un des pans du ciel. Ryu comprend alors en quoi consiste la technique de Yuta, c'est pas trop tôt, alors qu'il se prend à bout portant l'attaque signature d'Uro, Fulmination Céleste. Rika en profite pour lui mettre un gros coup sur la tête, que Ryu va bien lui rendre, et c'est la fin pour elle qui a alors atteint ses limites, la limite des coups qu'elle pouvait prendre. Et c'est le mano à mano final, Ryu part les coups de pied de Yuta, qui semble petit à petit le diriger vers un endroit bien précis. Il maintient son adversaire en place, adversaire qui a alors à peine le temps de comprendre ce qui lui arrive, quand il se prend sa propre attaque déviée plutôt par Yuta. Là aussi un move lourd de sens, on y reviendra. Et le chapitre se termine sur ces deux hommes satisfaits de leur combat, et une assiette vide, Ryu a bien mangé, et nous aussi. Alors sommaire, on va examiner cette couverture en faisant 3 tonnes, ça m'avait manqué, avant de basculer sur Yuta et de son comportement pour le moins inédit dans ce chapitre, avant de rendre hommage à l'autre homme de cette semaine, à savoir Ryu Ishigori. On commence par Rika, donc parce que c'est sur elle que s'ouvre ce chapitre, avec encore une fois une couverture de toute beauté. Vraiment, les couvertures du Sendai, c'est 20 sur 20 jusqu'au bout. Illustration simple mais extrêmement efficace et qui me permet d'avoir une transition toute trouvée pour parler de la relation Yuta-Rika. Cette couverture vient synthétiser, si je puis dire, leur histoire, et on va la reprendre et la décortiquer un peu pour essayer d'aller dans ce sens. Voilà, déjà on a la pose de Rika, un peu recroquevillée, enfantine, un peu vulnérable, qui contraste avec son sourire qui lui pour le coup est presque inquiétant. Sourire qui prend son sens quand on connaît un peu la backstory de Rika présentée par Akutami dans une des pages bonus du tome 0. Je vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à aller voir par vous-même pour avoir une vue d'ensemble, mais entre autres choses, on apprend que ses parents ont tous les deux disparu dans des circonstances assez mystérieuses, et ça c'est entre autres choses, comme je vous le disais. Donc elle est pas toute innocente. Cette peluche de Yuta ensuite qu'elle tient très fermement contre elle comme une marque de sa possessivité, et enfin la peluche de sa forme de fléau, à laquelle là pour le coup elle s'accroche comme le dernier lien qu'elle a avec Yuta. Et pour parachever la symbolique de cette couverture, les gouttes de sang au sol, puisque la relation qu'ils ont est littéralement née dans le sang, et actuellement c'est dans le sang qu'elle perdure avec tous ses combats successifs. Et enfin, la couronne qu'elle porte sur la tête qu'on pourrait là pour le coup interpréter de deux façons. La première, clairement, la couronne de fleurs de la mariée, puisque donc Rika avait offert un bijou à Yuta au tout début de leur histoire, et pas n'importe lequel, un bijou plutôt chargé en symbolique, une alliance, donc clairement une promesse de mariage. Ou alors, on peut voir cette couronne aussi, vu qu'elle ne touche pas sa tête, comme une auréole, comme celle qu'on peut trouver sur la représentation commune qu'on a des anges. Donc on peut la voir comme une espèce d'ange gardien qui veillerait sur Yuta et le protégerait. Je vais vous épargner une tirade beaucoup trop longue sur la symbolique des fleurs, mais je trouve que les fleurs sur la couronne ressemblent beaucoup à des lys blancs. Et dans le langage des fleurs, le lys blanc représente l'amour pur, mais représente aussi la mort et le deuil. Donc c'est une fleur qui, bizarrement, colle assez bien avec leur histoire. L'interprétation plus générale qu'on pourrait avoir, donc c'est l'amour et le lien conservé au-delà de la mort. Et c'est d'ailleurs amusant de voir Yuta et Rika agir ensemble main dans la main dans cet arc, c'est-à-dire que Yuta n'utilise pas Rika comme un objet, mais comme une partenaire de combat, à défaut d'être une partenaire de vie. Est-ce que je viens de passer 3 minutes de cette review sur une simple image ? Oui, mais je la trouvais encore une fois vraiment parlante. Et puis, bon, si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez ma propension à digresser sur des détails. J'allais pas passer à côté de ça. On passe à la suite rapidement. On bascule donc sur Yuta, encore une fois, royale cette semaine. Mais avant de revenir sur son comportement dans ce chapitre, on va spéculer un peu sur sa technique de copiage et sur comment elle se met en place. La théorie la plus répandue serait qu'il arrive à copier les techniques des autres par contact avec le sang,
comme avec le bras d'Uro la semaine dernière quand Rika le chope dans sa bouche. Ça expliquerait pas comment il a réussi à copier la technique d'Inumaki, puisque c'est pas Rika qui lui a coupé le bras, ça on le sait. Après, on peut facilement imaginer qu'il ait pu rentrer en contact avec son sang pendant une de leurs batailles communes. On peut aussi imaginer qu'un simple contact physique pourrait fonctionner, quitte à faire un personnage cheaté, autant aller jusqu'au bout. Cette conclusion de combat est également l'occasion de faire un premier petit bilan sur l'arsenal actuel de Yuta. Donc on a du coup cette technique de copie, l'extension du territoire, puisqu'on sait maintenant qu'il l'a, Rika qui est un soutien non négligeable, une énorme quantité d'armes à disposition puisque c'est Rika qui les stocke, la technique d'inversion, et puis au rang de l'impalpable, son énorme quantité d'énergie occulte, ses skills de combat au corps à corps et à l'épée, sans oublier son immense intelligence du combat. Voilà, j'ai voulu compiler un petit peu tout ça pour qu'on se rende compte bien de la puissance du bonhomme, ce qui permet aussi par la même occasion de voir que Ryu est loin d'avoir démérité contre lui. Mais au-delà de tout ça, ce dont on va parler maintenant, c'est du comportement de Yuta, qui était vraiment inédit et qui a donné, avec Ryu aussi bien sûr, toute la saveur à ces quelques pages. Le temps de ce chapitre, Yuta, et c'est ce que je disais dans ma réac Twitter, choisit de s'affranchir du rôle qui s'est imposé à lui-même et qu'il a accepté, donc celui d'être le plus fort avec toutes les responsabilités que ça peut impliquer, j'en ai déjà parlé un paquet de fois, pour prendre un maximum de plaisir, c'est le mantra de ce chapitre. Finalement, dans ce combat sans enjeu, parce que la victoire de Yuta faisait pas trop de doute, les deux y ont trouvé leur compte. Ryu en ayant enfin le combat qu'il attendait tant, contre un adversaire contre lequel il a pu se donner à fond, et Yuta qui, comme je le disais, arrive à trouver la satisfaction dans le combat, alors que, comme nous dit le narrateur, il déteste ça. Et ce plaisir qu'il éprouve, ce plaisir qu'il prend à combattre est parfaitement servi encore une fois par Akutami, qui a offert un soin tout particulier aux expressions faciales de Yuta. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là où depuis qu'il maîtrise son pouvoir, on va dire, il est très impassible, très fermé, très concentré sur ses objectifs. Là, il lâche des petits sourires en coin, il est un peu joueur, et c'est très cool, comme je disais juste avant, de le voir un peu sortir de ce mood-là, parce qu'on sait qu'il est tout sauf impassible quand il est avec les gens qu'il aime. J'ai trouvé ce chapitre assez frais et du coup assez éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir depuis le début de la track, bien loin des mensonges du combat Lazy Megumi. Là, on n'est pas du tout sur un jeu de dupes, c'est globalement un combat assez fair-play avec un respect mutuel qui fait plaisir à voir. Il est temps, pour moi, et avant de conclure, de rendre ses lettres de noblesse à Ryu, ce personnage sur lequel j'ai trop dormi, je l'avoue, pas aussi complexe qu'un Inguruma, qui reste mon best des bests depuis le début de la track, et il a également fait les frais dans cet arc du Sendai de ma non-objectivité vis-à-vis d'Uro que j'aime beaucoup trop. Voilà, ce qui fait que je l'avais mis un peu de côté, mais il n'en reste pas moins que Ryu est à mettre dans la liste des personnages secondaires qui laisseront leur empreinte. Très bien construit en très peu de temps, encore une fois, on connaît le génie d'Akutami pour ça, et il lui a offert une belle fin, puisque pour continuer dans l'analogie avec la nourriture, en se reprenant son tir dévié plutôt par Yuta, il est nourri et donc défait par sa propre attaque. Akutami a bouclé la boucle et nous a offert par la même occasion une belle fin d'arc. Alors oui, Ryu a été défait par Yuta, mais est-il mort pour autant ? A priori non, puisque de 1, Kogane n'est pas encore apparu pour annoncer les points gagnés, et de 2, un exorciste qui meurt sans regret, ça n'existe pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Yaga. D'ailleurs, la fin de ce combat m'a fait penser à Nanami dans l'extension du territoire de Maito qui dit qu'il part sans regret avant d'être sauvé par Yuji, donc j'ai du mal à croire à la mort de Ryu pour le moment. Malgré tout, avec ce combat, il a atteint son but, donc son arc narratif semble terminé. Du coup, vu qu'Akutami n'a pas l'habitude de garder ses personnages une fois leur mission dans l'histoire accomplie, je suis assez curieuse de savoir ce qu'il va en faire. Du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite ? Comme je te disais en début de review, on approche vraiment de la fin de cette colonie. Je table encore sur 1 ou 2 chapitres histoire de statuer sur le sort d'Uro et de Ryu. Et pourquoi pas, chose que j'aimerais beaucoup voir à titre personnel, voilà, les relations entre les familles, notamment les fameux Sugawara et Fujiwara. D'ailleurs, j'ai vu sur un des comptes Twitter japonais que je suis que Yuta serait peut-être relié au clan Fujiwara. Rappelez-vous, c'est un truc que je martèle depuis à peu près 1 mois, que je ne comprends pas pourquoi Uro appelle Yuta Fujiwara, alors qu'il n'est pas censé descendre de cette famille. Je vais pas plus, encore une fois, rentrer dans les détails, parce que j'aurai de toute façon l'occasion, s'il s'avère que c'est vrai, d'y revenir, mais il y aurait des indices cachés sur Rika, et également sur un signe physique bien particulier que Yuta fait, qui serait directement relié au Fujiwara. Donc il descendrait potentiellement de ces deux familles, ce qui serait complètement fou. À moins qu'Akutami décide de changer de colonie dès la prochaine fois pour revenir éventuellement sur ces événements. Plus tard, on verra bien.
J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous encourage à laisser un petit pouce si ça vous a plu. Merci à ceux qui le feront. Merci également à ceux qui s'abonneront et qui l'ont déjà fait. Pas de chapitre la semaine prochaine. Repos bien mérité pour notre auteur favori. Rendez-vous sur Manga Plus le 17 avril à 17h et le lendemain sur ma chaîne à 17h. Ça fait beaucoup de 17. D'ici là, prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine.